Thank you. Okay, we'll just interrupt things and we'll move on to Dr. Abiyans, who's going to now talk on about what cardiovascular assessment before vascular surgery. Thank you very much, Professor Abiyans. Merci beaucoup. Donc je vais demander mes diapos, j'espère qu'elles y sont toutes. Voilà, très bien. Donc là, on m'a posé cette question, il y a déjà quelques années de ça, sur Acte Voix, on avait envisagé cette question, mais c'est vrai que c'est un débat qui a... Il y a des moments où on a l'impression que tous les patients ont des bilans cardiovasculaires très extensifs, il y a des moments où on ne fait plus rien. Et j'ai essayé de vous apporter, là aussi on est dans une session de recommandation, donc un petit peu ce qui a été proposé et envisagé. Bon, évidemment, les patients vasculaires est à haut risque de coronaropathie, on le sait, et même si cette figure date d'il y a plus de 30 ans, elle mérite quand même d'être présentée. C'était donc cette série de Herzer qui avait pris 1000 sujets adressés pour la chirurgie vasculaire, à qui il avait fait à l'époque déjà une coronarographie systématique à tous les patients. Et vous voyez que notamment avec l'âge qui avance, jusqu'à près de 50% de ces patients ont une maladie coronaire présente. C'est un vrai sujet puisque en Europe, on estime à 167 000 le nombre de cas de complications cardiaques après une intervention en général. Ce n'est pas que la chirurgie vasculaire à ce niveau-là. Et notamment dans ces recommandations de l'ESC que je vous en parlais tout à l'heure, on avait effectivement fait le point aussi sur les patients polyvasculaires. Et vous voyez que quand on regarde les patients qui sont coronariens à gauche, la proportion des patients qui auraient une sténose carotidienne en rouge, une artériopathie inférieure en noir ou une maladie artérielle rénale en vert existe, mais relativement faible. Et inversement, quand vous avez une atteinte périphérique, vous voyez qu'à ce moment-là, qu'il s'agit d'une sténose carotidienne ou d'une artériopathie inférieure, la proportion des patients qui ont une maladie coronaire est très importante, on peut dire au minimum un patient sur deux. Alors, les événements cardiovasculaires qui arrivent, et aujourd'hui vous savez qu'on utilise beaucoup le dosage de troponine pour rechercher une atteinte cardiaque, il faut tout de suite voir qu'il y a en fait deux profils de survenue d'événements. L'un qui est en rapport avec une rupture d'une plaque durant la chirurgie périphérique, donc c'est l'infarctus classique, hein, et je reviendrai là-dessus. Et cet infarctus et surtout arrive quand on a une sténose intermédiaire entre 50 et 70%. Et alors qu'il y a un autre mécanisme qui consiste à être une atteinte cardiaque sans qu'il y ait de thrombose coronaire, sans qu'il y ait de rupture de plaque. Et là, par contre, plus vous avez une sténose serrée, et plus vous allez avoir une inadéquation entre l'apport de l'oxygène et le besoin de l'oxygène du cœur à ce niveau-là. Et donc, à ce moment-là, le risque augmente aussi. En fait, avant de vous parler de la prise en charge de ces patients, il faut qu'on parle de quoi on parle quand on parle de l'augmentation de troponine. Et il y a à peine quelques mois ont été parues les quatrièmes recommandations sur les définitions universelles de l'infarctus du myocarde. Alors universel, c'est tout simplement parce que c'est les sociétés européennes, américaines et mondiales qui se mettent autour de la table tous les 5 à 10 ans pour dire quoi de neuf, comment on définit un infarctus. Alors un infarctus, c'est une lésion myocardique avec preuve de la présence d'une ischémie myocardique aiguë. Ça vous paraît évident, et vous allez comprendre pourquoi maintenant on va distinguer cet infarctus du myocarde d'autres situations. Donc il faut une augmentation de la troponine au-dessus de 99% du percentile, avec au moins un autre élément associé, que ce soit les symptômes, des anomalies électrocardiographiques, des preuves de perte de tissu myocardique par des anomalies de cinétique au niveau échographique ou visualisation de nécrose à l'IRM, ou alors, dans des rares cas, on voit le thrombus au niveau coronaire, ou alors on fait le diagnostic en post-mortem. Donc, c'est une montée de troponine, mais il y a une preuve d'ischémie. Et donc, quand on parle d'infarctus, on a cet infarctus de type 1, qui est donc la plaque qui se rompt avec la formation de thrombus. Soit ce thrombus occlue complètement l'artère et va nous donner une élévation du segment ST, et ça, c'est les cardiologues le disent, le STEMI, hein, alors qu'on peut avoir une rupture de plaque ou une érosion de plaque avec formation de thrombus qui ne va pas obturer l'artère et qui peut par contre faire des emboles au niveau distal. Et là, c'est le
non-stémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élévation du segment ST. Vous savez que les cardiologues aujourd'hui, dans leur jargon, ils disent stémie, non-stémie. Le stémie, il faut aller dilater dans la minute, dans l'heure qui suit. Le non-stémie, il faut faire une coronographie. Il faut d'abord stabiliser sur le plan médical et faire la coro dans les 24 à 48 heures. On a par contre un infarctus authentique, avec donc une lésion de myocarde de type 2. Là, on n'a pas de rupture de plaque, on n'a pas de thrombus lié à une rupture de plaque. On a soit une sténose très serrée qui va réduire l'apport d'oxygène lorsque le cœur le demande, ou on a un spasme coronaire, ou on a une dissection coronaire, quelque chose qui va réduire donc le débit sanguin au niveau coronaire, ou alors on a tout simplement des artères parfaitement saines, mais il n'y a plus d'oxygène, l'oxygène n'arrive pas et va créer un infarctus. Donc je dirais à la limite que tout patient qui meurt de toute autre cause, je ne sais pas moi, il a un accident de voiture ou quoi que ce soit, à un moment donné, il va arriver à faire un infarctus de type 2 avant de décéder. Par contre, il y a une nouvelle terminologie que les Anglais disent myocardial injury et qu'en français on va peut-être le mieux dire c'est la lésion myocardique. C'est donc une augmentation de troponine et c'est tout. Donc, on a finalement un tableau où on n'a pas d'augmentation de troponine, c'est l'absence de toute lésion myocardique. On a les lésions myocardiques qui englobent également l'infarctus du myocarde, auquel s'ajoute donc une preuve d'ischémie. Donc, toute augmentation de troponine est a priori en rapport avec une lésion myocardique qui peut être en rapport avec une cause ischémique, à ce moment-là, ça s'appelle un infarctus, ou qui peut ne pas l'être, dû à plein d'autres causes, d'hypoxie, anémie, choc, l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, les troubles du rythme ventriculaire. Il y a encore d'autres causes qui peuvent créer une lyse myocardique sans créer d'infarctus authentique. Et donc cette arborescence pour dire que quand on a des troponines élevées, il faut aussi voir la cinétique de ces troponines, parce qu'on a des patients qui ont une troponine élevée et qui vont rester constantes. C'est une troponinémie chronique. Il y a des maladies cardiaques qui vont créer une troponinémie chronique, comme par exemple l'amylose cardiaque ou un rétrécissement aortique serré. Alors que vous avez par contre une augmentation et une baisse de la troponine, à ce moment-là, c'est donc une lésion aiguë, et cette lésion aiguë est soit liée à une ischémie, donc c'est un infarctus aigu, soit ce n'est pas lié à l'infarctus, et donc c'est simplement une lésion myocardique aiguë, comme par exemple un patient qui fait une décompensation cardiaque ou qui fait une myocardite, ou qui va avoir une intervention chirurgicale vasculaire. Donc, cette lésion myocardique après une chirurgie vasculaire a été étudiée. Vous avez ici une série aux Pays-Bas qui ont montré que même au premier jour, on avait jusqu'à 50% d'augmentation des troponines. Et cette augmentation de troponine sans infarctus, sans douleur, sans anomalie électrique, sans preuve d'infarctus, va néanmoins être associée à une surmortalité dans les 30 jours qui suivent. Donc c'est pas un élément, c'est pas un épiphénomène. Quand j'étais plus jeune, on nous disait vous êtes une troponite, ou même encore plus jeune, j'ai entendu déjà qu'ils disaient qu'il y a eu un léchage myocardique. Toutes ces histoires-là, c'est véritablement une lésion myocardique. Et donc, on a maintenant les anglo-saxons utilisent le MINS, le MINS étant donc la lésion myocardique après une chirurgie non cardiaque, avec donc effectivement toute une discussion qu'il y a eu récemment dans l'European Journal à ce propos-là. Et donc le relargage de troponine, même asymptomatique et sans anomalie électrique, est pronostique à court terme. Le MINS est associé non seulement à la mortalité cardiovasculaire, mais également non cardiovasculaire. 10% des largages de troponine ne sont pas liés à MINS, ce sont d'autres situations comme par exemple le sepsis qui peuvent aussi causer cette augmentation de troponine. Mais la troponine est pronostique quoi qu'il en soit, et même en cas d'insuffisance rénale qui va maintenir le niveau de troponine élevé de manière un peu artificielle. Et cette mortalité après une MINS est très importante et beaucoup plus fréquente que par exemple faire une embolie pulmonaire après une chirurgie non cardiaque. Alors qu'on avait pendant des années travaillé sur la prévention thromboembolique veineuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on a un patient qui doit avoir une intervention non cardiaque, et notamment vasculaire? Nous allons voir, il y a ces recommandations de 2014 qui vont peut-être être mises à jour avec cette notion de lésion myocardique qui est apparue maintenant.
Il faut faire une approche par étapes. Et s'il y a une diapo à retenir de cette présentation, c'est celle-là, où on va se poser des questions, étape par étape, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit d'une chirurgie urgente? Est-ce que le patient a une maladie cardiaque instable? Est-ce qu'il y a quel est le niveau de risque de l'intervention même, indépendamment du patient? Quelle est la capacité physique de mon patient? Est-ce que je peux l'évaluer? Et si cette capacité physique est faible, c'est à ce moment-là qu'on va faire véritablement une évaluation interventionnelle approfondie en évaluant les facteurs de risque et éventuellement envisager un test non invasif. Alors, la première étape, la chirurgie est urgente, oui, on y va, quoi. On n'a pas trop de questions à se poser. Le cardiologue peut être appelé, il peut dire attention, prenez bien que le traitement soit bien maintenu, etc. Scoper le patient, monitorer le patient. Mais il faut y aller, il faut y aller. Si on est dans une situation non urgente, à ce moment-là, est-ce que le patient est instable? Oui, il est en train de faire un OAP, oui, il a des troubles du rythme ventriculaire, oui, il a un RAO symptomatique, et à ce moment-là, il faut, dans la mesure du possible, de retarder la chirurgie et de s'occuper de cette situation aiguë et de stabiliser le patient avant de l'adresser vers la chirurgie. Troisième étape, quel est le niveau de risque d'intervention? Et les interventions sont classées en 3 niveaux selon le taux d'événement à 30 jours. Donc c'est une vision vraiment périopératoire de la situation. Et dans toute cette liste, pour les situations à faible risque, pour nous les vasculaires, on va retrouver cette notion de chirurgie carotidienne asymptomatique qui est considérée à faible risque. Risque intermédiaire entre 1 à 5% d'événements à 30 jours, on a la chirurgie carotidienne symptomatique ou le sténose carotidienne symptomatique, l'angioplastie périphérique et la réparation d'anévrisme périphérique. Et puis, supérieur à 5%, risque élevé, toute chirurgie majeure vasculaire et aortique, et la chirurgie ouverte telle que amputation ou thromboembolectomie. Alors, chirurgie faible, le risque faible, de risque chirurgical faible, à ce moment-là, c'est la situation de la sténose carotidienne asymptomatique. Si le patient a des bêta-bloquants, on le maintient, mais on ne va pas modifier les choses. Il faut, évidemment, c'est un patient à risque cardiovasculaire, donc statine et IEC dans la mesure du possible. Si on n'est pas dans une situation de chirurgie à risque faible, donc c'est une chirurgie intermédiaire ou élevée, c'est là où la capacité physique du patient est très importante et c'est là où nous, en vasculaire, avec des patients qui ont notamment une arthriopathie inférieure, on a des difficultés à évaluer cela parce qu'en gros, soit ils ont une capacité de plus de 4 équivalents métaboliques, qui veut dire tout simplement marcher à un rythme normal ou faire du vélo de manière loisir. À ce moment-là, là aussi, on fait de la prévention cardiovasculaire, on envoie le patient vers le chirurgien. Par contre, s'il n'est pas capable de faire cela, peut-être aussi parce qu'il a une arthriopathie sévère des membres inférieurs, à ce moment-là, soit c'est un geste chirurgical intermédiaire, on va compter le nombre de facteurs de risque qu'il a, je vais vous le présenter, et si ce nombre de facteurs de risque est élevé, on peut envisager un test de dépistage. Sinon, ECG pour tous. C'est les classes 1, c'est évident. Et si le risque est élevé, il faut faire éventuellement des gestes de dépistage non invasif. Alors, quels sont les facteurs de risque? Ce n'est pas les facteurs de risque cardiovasculaires. Ce sont des facteurs de risque de complications à 1 mois. C'est donc la présence d'une maladie coronaire stable, l'antécédent d'insuffisance cardiaque, un antécédent d'AVC ou d'AIT, une insuffisance rénale sévère ou un diabète insuliné. Dans ces cas-là, donc on compte le nombre de facteurs de risque et si le nombre de facteurs de risque est inférieur à 2, on propose une échographie cardiaque, on mesure le BNP pour être sûr qu'on n'est pas dans une insuffisance cardiaque décompensée et à ce moment-là, on envoie le patient vers la chirurgie. Par contre, si le nombre de facteurs de risque est à 3 ou supérieur à 3, ding ding ding, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un test d'ischémie et dans ce test d'ischémie, la priorité doit aller vers une écho de stress, notamment la dobutamine quand le patient ne peut pas faire un effort, ou à la scintigraphie myocardique. Alors, se développe également petit à petit l'IRM à la dobutamine, mais ce n'est pas encore quelque chose de disponible partout. Entre l'écho de stress et la scintille, choisissez
l'examen qui est le mieux fait dans votre centre. Parce que grosso modo, en termes de sensibilité et de spécificité, il y a un qui est peut-être un peu plus sensible, l'autre qui est un peu plus spécifique, mais grosso modo, faites-le là où on sait bien le faire. Et s'il n'y a pas de d'ischémie, on envoie le patient vers la chirurgie. Il n'y a que dans la situation où vous retrouvez une ischémie étendue, plus de 3 segments, où à ce moment-là, on peut envisager, on fait un staff multidisciplinaire, et on dit non, ce patient-là qui fait une ischémie de 3 segments de la paroi antérieure, il vaut mieux l'envoyer vers l'angioplastie ou vers le pontage orthocoronaire, avec toutes les règles qu'il faut tenir compte de l'arrêt de la bithérapie qui nécessite donc de repousser la chirurgie vasculaire d'au moins 3 mois, voire plus. Alors, 2 essais juste à vous en parler. L'essai CARP qui a essayé de randomiser les patients. Tous devaient avoir de la chirurgie vasculaire. Ils ont une coronarographie et on dilate ou on ne dilate pas. Et après, on les opère de chirurgie vasculaire. Et vous voyez qu'il n'y a aucune différence en termes d'événements dans ces 2 groupes, mais on pourra en discuter si vous le voulez. Et puis une étude dont Jean-Baptiste Ricot, je pense qu'il est plus là, a participé, c'est avec une équipe italienne, qui ont fait des dépistages systématiques par une coronarographie avant une chirurgie carotidienne asymptomatique. Et ils ont trouvé que ceux qui avaient une coronarographie et le tiers avaient une revascularisation, vous voyez, leur mortalité à 5 ans est bien mieux que ceux qui n'ont pas eu cette coronarographie. Alors vous allez me dire, ça nous casse complètement tout ce que je viens de dire. Pas du tout. Regardez, dans la première période, la première année, il ne se passe absolument rien. Donc en fait, il faut bien s'imaginer que toutes ces recommandations sont faites pour éviter les problèmes dans la période périopératoire. Mais il est évident qu'un patient qui est artériopathe et qui a des sténoses carotidiennes est à risque coronaire et qu'à long terme, qu'on recherche une maladie coronaire et qu'éventuellement qu'on le prenne en charge, ça a tout son sens. Donc en conclusion, avec la troponine ultrasensible, on a changé de concept. On parle d'une part d'infarctus du myocarde, d'autre part d'ischémie. Et dans l'infarctus, il faut penser au type 1 et type 2 en périopératoire. La présence du coronaropathie ne veut pas dire forcément que ça va mal se passer. Et l'absence de coronaropathie ne veut pas dire non plus que ça va toujours bien se passer. Je vous ai expliqué tout cela pourquoi. Donc le principe du dépistage ne doit pas seulement se focaliser sur le périopératoire, mais également sur la prise en charge au long cours de ces patients. Mais la majorité de ces patients, finalement, n'auront pas besoin d'aller faire des examens très poussés pour bénéficier d'une intervention vasculaire. L'évaluation clinique, toujours, éventuellement quand il y a quelques facteurs de risque, échographie plus BNP, et dans les cas les plus sévères, un test d'ischémie, comme je vous ai dit, scintille ou écho de stress. Alors que faire de ces MINS, de ces relargages de troponine sans infarctus? On n'en sait absolument rien. Il y a juste une étude qui vient de sortir avec un NACO, avec un dabigatran, montrant que ces patients, si on les met sous dabigatran au long cours, ils auront moins de complications. Mais c'est une étude qu'il faudra, je dirais, répliquer pour voir si vraiment il y a un sens à le faire. Il n'y a pas aujourd'hui d'indication à mettre ces patients sous NACO. Voilà, merci beaucoup. Thank you very much for that excellent overview of preoperative assessment. Question in the front. Oui, moi j'ai une question. Quand tu as commencé ton topo, que tu nous as parlé des 2 mécanismes de l'ischémie myocardique, fait, le côté hémodynamique et puis de notre côté la rupture de plaque, qui est le seul qu'on ne sait pas prévenir, je pensais que tu allais nous parler de la Scott Study, qui est quand même une révolution. C'est un travail qui a été publié dans le New England qui montre que le scanner coronaire, c'est l'élément le plus sensible en détectant les plaques pour diminuer le risque d'événements cardiovasculaires dans les années qui suivent, et plus que la scintigraphie et que le reste. Alors, les recommandations qui datent de 2014, et à juste titre, je pense, disent, comme tu l'as exposé, que finalement le patient qu'on va opérer, c'est un patient qui n'est pas à risque faible. Donc c'est logique d'avoir un test d'ischémie, mais est-ce que tu penses qu'il y aura quand même, avec ce qu'on voit arriver, c'est-à-dire l'impact du scanner pour la prise en charge de ces patients, une place pour le coroscanner chez ces patients en préopératoire, surtout qu'on voit arriver la FFR qui commence à être validée partout, remboursée aux États-Unis, qui permet en plus de préciser les choses. Voilà, la question clé, c'est cette histoire de FFR, parce que le scanner, comme d'ailleurs une coronarographie lambda, va vous donner, notamment quand c'est bien fait, l'arbre artériel. Or, on sait déjà depuis maintenant 15 ans, et notamment l'étude Courage,
que si on va dilater, revasculariser des sténoses chez des patients asymptomatiques ou stabilisés médicalement, à tout va, ça ne sert absolument à rien. Ensuite sont venues les études coronarographiques, montrant que si on fait le distinguo entre des lésions avec des conséquences hémodynamiques, de sténoses qui n'ont pas de conséquences hémodynamiques, et qu'on dilate que ceux qui ont une conséquence hémodynamique, à ce moment-là, on va améliorer le pronostic de ces patients. Et ça explique la flambée de la FFR, c'est-à-dire donc de l'évaluation de la réserve coronaire par voie invasive. Alors aujourd'hui, il y a des papiers qui commencent à sortir, notamment aux États-Unis, sur un FFR réalisé par scanner, mais ce sont des logiciels de malades, des logiciels pas possibles, qui coûtent des millions pour pouvoir, à partir du flux qui arrive au niveau des coronaires, de faire une simulation de ce que c'est que la FFR invasive, mais on est encore à des années-lumière de pouvoir s'en servir dans nos hôpitaux. Non, mais il faut, je parle de les faire avec fiabilité et que ça soit fait partout, parce que si on peut le faire à Montpellier, mais on ne peut pas le faire à Poitiers, ça ne va pas. Je parle de quelque chose qui puisse se faire partout et de manière homogène. Donc, je ne m'embarquerai pas. C'est de la recherche, on en est encore au stade de la recherche, et c'est vraiment très prometteur, mais pour le moment, il faut faire un examen qui montre le caractère, qu'il y a des conséquences au niveau du myocarde. Vous voyez bien l'importance de tenir compte du myocarde également dans notre évaluation, et ça, pour le moment, pour tout le monde, c'est l'écho de stress avec quelqu'un qui sait bien le faire, ou une scintigraphie myocardique. Et le coroscanner vous obligera à faire une coronarographie qui, dans des mains de beaucoup de personnes, va faire une réflexe oculosténotique qui va dilater une artère. On va être content, on n'a pas forcément rendu service au patient. Et en plus, on va repousser la chirurgie vasculaire parce qu'on a mis une bithérapie et qu'il faut attendre un petit peu. We can take one more question here in the middle. Quick question and quick answer in the interest of time. Quick, Geoffrey. Merci pour ton excellente présentation, comme d'habitude. J'avais une petite question. Dans les MINS, est-ce que tu préconises, alors tu dis qu'il n'y a pas grand-chose, on ne sait pas quoi faire, mais tu préconises quand même de faire une choro systématique derrière ? Très bonne question. En pratique, il y a eu des études qui ont montré que la majorité ne trouve rien à ce moment-là. Donc, à mon avis, il faut plutôt que tu fasses une bonne évaluation en préopératoire et non pas que tu cours derrière quand tu as des MINS ensuite. Moi, en tout cas chez nous et dans beaucoup de centres, on ne fait pas de coronographie systématique. Là où je voulais insister, parce que finalement, on peut faire quelque chose d'encore plus, faire l'autruche totalement, c'est de ne pas doser la troponine après une intervention vasculaire. Mon objectif aujourd'hui est de prendre un peu de mon temps et de déborder pour vous présenter cette histoire de lésion versus infarctus, c'est de sensibiliser les chirurgiens vasculaires. Et je suis sûr que dans les recos qui vont arriver sur le périopératoire, ça va sortir. Il faut absolument... Alors je sais, ça va vous compliquer, ça n'a pas une bonne image en disant à la famille, oui, vous avez fait quelque chose au niveau cardiaque quand je vous ai opéré. Mais si on fait l'autruche et on n'identifie pas ces patients-là, on peut aller vers des catastrophes. Faire une coronographie chez ces patients quand tu as une belle montée de troponine, moi ça ne me choque pas, mais je n'ai honnêtement pas de preuves solides à te donner. Okay, in the interest of time, I see there's a lot of discussion. You can take it afterwards. I'm sure you can take some questions after the meeting. Thank you very much for your excellent presentation. And I hand back for my co-chairman for the interrupted presentation. Donc on appelle pour une deuxième tentative Jean-Baptiste Ricot et on espère que ça passera. I think my take-home message on the excellent overview of the European guidelines is that how come we have all these different guidelines, the AHA, ACC, ESC, ESH, the Canadian guidelines, all having different recommendations, reading the same evidence. And I think everyone needs to sit down and decide what the correct way to measure blood pressure, what is the correct definition of hypertension, what is the correct definition of our targets. And then I think we'll have a better consensus and less confusion on what we should be doing. Thank you.